Dans les années 60, les grands studios hollywoodiens sont dans une période de crise. L'âge d'or est clairement passé, celui des années 40 et des années 50. Ils sont concurrencés par la télévision et ils recherchent assez désespérément de nouvelles formules qui vont leur permettre de se renflouer. C'est le cas de la Paramount qui a eu un certain nombre de succès mais qui là vivote un petit peu et qui là, dans les années récentes, vient d'avoir un seul succès qui est Love Story et qui cherche un petit peu de nouvelles idées. D'un autre côté, on a Mario Puzo, qui est un romancier, qui là aussi cherche le succès, et son agent lui conseille d'écrire un roman sur la mafia en lui disant que c'est un sujet plutôt porteur et que ça pourrait faire un petit succès. Donc c'est un roman qu'il écrit déjà dans une perspective de succès et pas par conviction ou inspiration particulière. Il se renseigne beaucoup sur le milieu pour pouvoir en parler. Et il va voir les exécutifs de la Paramount et leur propose d'acheter les droits, alors que le roman n'est pas du tout terminé. Et ils sont vaguement intéressés et ils lui donnent une avance et ils achètent les droits pour 12 500 $, soit une misère absolue, et ils le mettent un petit peu de côté. Le roman finit par sortir et puis on se décide à l'adapter. Le roman a un certain succès. Et on se met en tête de trouver un réalisateur qui va pouvoir porter ce projet. Il n'y a pas beaucoup d'ambition à ce moment-là, d'autant que tous les réalisateurs contactés refusent le projet en l'estimant peu intéressant, d'autant que selon eux, le script met plutôt en valeur la mafia, ce qui, voilà, d'un point de vue moral, leur déplaît. Donc toutes les grandes figures déclinent, dont Sergio Leone aussi, qui se prépare pour son propre grand film sur la question qui aura lieu quasiment 15 ans plus tard, qui sera Il était une fois en Amérique. Et le nom de Coppola finit par surgir pour une raison très simple, c'est qu'en fait il a un nom italien et que l'un des producteurs dit qu'il veut, je le cite, que ça sente le spaghetti et que le film en question est vraiment une belle couleur italo-américaine et donc on pense à Coppola. Coppola à ce moment-là il a déjà réalisé 8 longs métrages mais qui sont vraiment très mineurs, soit des films de commande, soit des films un peu expérimentaux. C'est vraiment un cinéaste qui est plutôt inconnu. Il a déjà fondé sa société de production, Zoetrope, avec notamment son ami George Lucas, qui à cette époque-là vivote comme lui. Et il a une haute conception de son art. Il est dans cette mouvance qu'on appellera un peu plus tard le Nouvel Hollywood, avec une vision assez proche d'un cinéma à l'européenne, influencé par la nouvelle vague, et la conception du réalisateur comme un auteur, ce qui évidemment est totalement incompatible avec la façon dont travaillent les grands studios. Les grands studios, vous avez des producteurs, et ils considèrent vraiment les réalisateurs comme des artisans qui sont les faiseurs, si vous voulez. Donc Coppola lui-même commence par refuser, en refusant de vendre son âme aux grands studios. George Lucas le convainc du contraire en lui expliquant que le fait de travailler pour un studio pourrait lui permettre de se renflouer, d'autant que leur studio, leur maison de production à eux, Zoetrope, a des dettes, ils doivent 300 000 $ à la Warner, et il lui explique que ça peut être une bonne affaire et qu'ensuite il achèterait un petit peu d'une certaine façon son indépendance artistique. Donc il décide de se lancer dans l'aventure. Le producteur, le directeur général délégué à la production, Robert Evans, donc directeur de la Paramount, considère Coppola comme voilà, un type avec lequel il va y avoir aucun problème, du fait qu'il ait absolument aucune célébrité et qu'il va pouvoir lui imposer absolument toutes ses vues. C'est sans connaître Coppola qui a déjà commencé à travailler sur le sujet et qui a lu le bouquin qui se passe donc dans les années 40 et l'a entièrement annoté. Il a mis en place un système, il a créé ce qu'il a appelé plus tard un notebook où il a la page du roman et autour une nouvelle page qu'il a pour toutes ses annotations et qui sont des remarques sur la narration, des remarques sur l'aspect visuel du film. Et il a déjà un très grand nombre d'idées. Et lorsqu'il tourne les pages du roman, les scènes qui sont les plus surlignées, les pages qui sont les plus griffonnées sont selon lui les scènes qui deviendront les plus importantes dans le film. Et c'est ce qui s'avérera être le cas. De son côté, Robert Evans a déjà commencé à faire écrire une adaptation pour réduire le coût, parce qu'ils veulent un film à petit budget. Il l'adapte dans les années 70,
puisqu'évidemment, une reconstitution historique va forcément faire monter les coûts. Et Coppola s'oppose déjà à cette idée, Mario Puzo aussi, et ils arrivent à le convaincre de revenir à un récit qui soit plus proche de l'original dans les années 40. Donc le travail se met en route et il y a évidemment la question du casting qui se pose. Puzo et Coppola veulent que pour Vito Corleone, on ait ce qui pense être le meilleur acteur au monde. Leur première idée est celle de Laurence Olivier, qui décline parce qu'il est malade, et ils pensent en second lieu à Marlon Brando. Marlon Brando, c'est une immense star qui, depuis les années 50, tient le haut de l'affiche, mais qui, à ce moment-là, est dans une phase un peu descendante. Ses derniers films n'ont pas été de franc succès, et puis surtout, il est réputé totalement ingérable sur les plateaux. Ses frasques sont connues dans la presse, il arrive en retard, il décline, il annule, et il fait subir de grands retards à un bon nombre de productions. Donc quand la Paramount entend cette proposition, elle refuse catégoriquement en expliquant que eux vivants, clairement, Brando ne jouera pas dans ce film. Coppola insiste très lourdement, et ils finissent par lui dire, bon voilà, on veut bien que Brando vienne à 3 conditions. La première, c'est qu'il vienne pour un salaire de misère. On sait que Brando est particulièrement vénal, donc ça devrait régler le problème. La deuxième, c'est que s'il s'engage, il signe un contrat de bonne conduite pour ne pas interférer avec la production. Et la troisième, c'est qu'il passe une audition. Ce qui, pour un acteur de cette stature, est une humiliation en règle. Coppola leur dit d'accord pour les 3, sachant qu'il n'a jamais rencontré Marlon Brando. Donc il y va totalement au bluff, et c'est une façon qu'il a de travailler et qui continuera sur tout le tournage. Et donc il essaye de se démener avec cette histoire, et il va mettre en place un stratagème qui va rester vraiment dans les annales de l'histoire du cinéma, puisqu'il va voir Brando en lui expliquant qu'il a le rôle, et qu'il aimerait travailler avec lui le personnage. Donc Brando a vu le script, il s'est dit intéressé, et qu'il aimerait faire des essais maquillage avec lui et discuter du personnage, tout en filmant. Voilà. Donc il va chez Brando et il lui amène des cigares, des fromages italiens, de la charcuterie. Il met en place une petite ambiance italienne. Et Brando discute avec Coppola, qui est une méthode qui continueront régulièrement ensemble, notamment aussi sur Apocalypse Now. Il parle beaucoup du personnage. Et puis, il prend du cirage, il se teint les cheveux en noir, il est blond à ce moment-là, il se les plaque en arrière, il prend des boules des mouchoirs en papier, il les met en boule, il se les met dans les joues en expliquant que pour lui, le personnage devrait ressembler à un bulldog. Et puis, il s'imagine son histoire, il dit oui, il a été blessé, il a été poignardé à la gorge, il a la voix cassée, et puis il commence à parler de cette manière-là, et tout en filmant assez discrètement, parce que Coppola sait que Brando déteste être dérangé quand on le filme. Coppola enregistre tout. Et il est dans son personnage, il y a même un moment, le téléphone qui sonne, il est chez lui, et il répond au téléphone avec cette voix cassée, comme ça, il reste complètement dedans. Quand Coppola ramène ces images à la Paramount, ils sont assez bluffés quand même par la métamorphose, et ils acceptent l'idée qu'éventuellement il fasse le film, et il s'avère contre toute attente qu'il accepte un salaire assez minime et un intéressement sur les revenus, les bénéfices du film, sachant que eux s'attendent pas à des bénéfices extraordinaires, donc ils mettent une jauge qui leur lui permettra pas d'avoir cet argent. Et donc Coppola arrive à obtenir Brando. Le deuxième acteur, le casting est extrêmement long, très médiatisé à l'époque. Le deuxième acteur qui est vraiment très important pour Coppola, c'est Al Pacino. Al Pacino, à ce moment-là, c'est un inconnu absolu. Il a tourné un seul film, qui est Panic at Needle Park, qui n'est même pas encore sorti. Coppola l'a vu sur scène au théâtre, et il explique que quand il travaille sur le script du Parrain, chaque fois qu'il voit Michael, il a le visage de Pacino, et pour lui c'est une évidence absolue, c'est lui qui doit jouer ce personnage. Les producteurs évidemment sont totalement contre, ils pensent à Ryan O'Neal ou Robert Redford, qui, comme vous le savez tous, est un symbole même de la Sicile. Ils veulent des têtes d'affiche, ils veulent, voilà, ils le trouvent trop petit, ils le trouvent trop inconnu, et ils sont absolument contre. Pacino va faire un nombre incalculable d'auditions. À chaque fois, il le rappelle. À chaque fois, Coppola est convaincu. À chaque fois, les producteurs refusent. Et il finit par en avoir un petit peu assez. Et dans les dernières
auditions, il le prend plus trop au sérieux, d'autant qu'il il réussit à dégoter un autre contrat sur une comédie. Et au moment où les studios finissent par céder, il est engagé ailleurs. Et la petite ironie, c'est que Robert Evans va faire appel à un célèbre avocat du milieu immobilier en lien très net avec la pègre, qui va réussir à faire plier le producteur qu'a engagé Pacino. Donc il va lui expliquer qu'en gros, il a un grand projet d'immobilier, de construction d'un hôtel à Las Vegas, et que s'il veut un jour que cet hôtel sorte de terre, il va falloir qu'il lui rende une faveur. Et donc le type accepte de lui donner un type Pacino dont il n'a jamais entendu parler. Et c'est comme ça que Pacino revient sur la production du Parrain. Et ironie en plus, il s'avère que les ancêtres de Pacino viennent du petit village de Sicile qui s'appelle Corleone. Donc c'est un signe du destin. Pour le personnage de Michael, beaucoup d'acteurs avaient auditionné, et notamment James Caan, hein, qui joue Sonny, qui auditionnait pour le rôle de Michael. Et pour les rôles de Sonny, on avait un certain De Niro, lui aussi un inconnu notoire, qui fait de très belles prestations, qui tape clairement dans l'œil de Coppola, qui ne l'oubliera pas pour Le Parrain deuxième partie. Et Martin Sheen aussi, qui sera lui dans Apocalypse Now. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer, et l'arrivée de Coppola dans ce milieu hollywoodien, elle va lui donner un très grand nombre de contacts qui vont irriguer très nettement sa filmographie à venir. Donc le casting étant réglé, le tournage va se mettre en place. Donc Coppola fonctionne avec une méthode qui est à l'européenne, des répétitions, des improvisations, et tout ce qui concerne son lien avec le cast, avec l'équipe des acteurs, va très bien fonctionner. Il commence par organiser un grand repas, italien bien entendu, dans lequel il va demander à tous les personnages de jouer leur rôle sans texte, en improvisant. Et donc les personnages vont faire connaissance, les comédiens, dont James Caan, Robert Duvall qui joue Hagen, Al Pacino bien entendu, et Marlon Brando. Et l'osmose prend vraiment, et le cast entend extrêmement bien, et ça va donner vraiment l'alchimie qu'on voit clairement à l'écran de cette jeunesse, et puis de ces générations aussi qui cohabitent. Et il y a pas mal d'anecdotes sur le tournage qui montrent une excellente ambiance, avec notamment une tradition entre tous les comédiens masculins, et même Al Pacino, qui était pourtant quelqu'un d'assez réservé, mais qui a fini par être initié à ce qu'on appelle en anglais le mooning, hein, qui consiste à montrer ses fesses à peu près n'importe quand. Donc Coppola explique qu'il n'y a pas une journée de tournage où il n'y avait pas un moment un acteur qui finissait par montrer ses fesses, que ce soit par une fenêtre de voiture, derrière un bureau, le record étant attribué à Brando et James Caan, qui ont réussi à le faire devant les 450 invités du mariage, et ce qui a été moyennement apprécié d'ailleurs par les différentes personnes. Donc on est dans une ambiance comme ça où Brando en fait fait des blagues en permanence, hein. Il a notamment rajouté des poids sur son lit quand les deux types montent sur l'escalier, sur le brancard, parce qu'ils avaient l'air un peu bravaches. Donc il a fait en sorte que le lit pèse 350 kilos. Et donc c'est de ce point de vue-là une excellente ambiance qui permet aussi certaines improvisations. Le fameux chat dans la première scène est en fait un chat errant qui traînait sur le plateau, et que Coppola prend au dernier moment et qui met dans les bras de Brando, qui adore les animaux, qui adore aussi les petits-enfants, et qui joue avec lui. Et ils ont dû réenregistrer tout le son, en fait, toutes les prises de parole en post-synchronisation, parce que le chat ronronnait tellement fort pendant la séquence qu'il a bousillé tout le son qui avait été pré-réglé. Donc, de ce point de vue-là, ça fonctionne, et les personnages arrivent à jouer ensemble. Pacino est extrêmement impressionné par Brando, ce qui explique son jeu assez monolithique, mais c'est aussi quelque chose dont il va faire une force et qui va clairement tremper le personnage et lui donner l'aspect extrêmement froid et calculateur qu'on lui connaît. Du point de vue du rapport avec les équipes, là c'est une autre histoire. Ça va être un tournage extrêmement compliqué, puisque Coppola va passer son temps à se battre avec un producteur qui n'a pas du tout la même vision du film. Dès le départ,
la première semaine, Coppola sent que c'est mal barré pour lui. Les équipes, qui sont des équipes rodées du système hollywoodien, notamment de la Paramount, comprennent absolument pas la façon dont ce jeune Blanc-bec fonctionne. Il ferme le plateau de temps en temps pour faire des répétitions. Il discute longuement avec les comédiens. Il réécrit des scènes du jour au lendemain, alors que eux sont des techniciens hyper professionnels et ils veulent que tout soit mis en boîte le plus rapidement possible. Coppola explique qu'un jour, il est aux toilettes, il est dans une cabine de toilette et deux personnes de l'équipe technique arrivent et elles se lâchent sur le réalisateur sans savoir qu'il est là, en expliquant que c'est un amateur et que de toute façon, il ne finira pas la semaine, tellement il est incompétent et que la production va remettre un peu de l'ordre dans tout ça. Et effectivement, il est sur la sellette pendant la plupart du tournage en réalité. Il sait qu'il risque de se faire virer. Robert Evans, quand il voit les premiers rushs, il hallucine en fait. Il voit la couleur déjà, la sous-exposition, donc il demande s'il a oublié d'enlever ses lunettes de soleil et pour quelle raison le film est si sombre, donc il pense qu'il y a des problèmes de réglage. Quand il entend Brando parler, il demande si ils ont prévu de sous-titrer pour que les gens comprennent, et donc Evans, c'est un personnage extrêmement charismatique, qui a vraiment une grande gueule et qui dit les choses de manière, évidemment, en tant que producteur, toujours très directe. Et donc, il conteste à peu près tous les choix que fait Coppola. Et Coppola commence à faire des calculs pour essayer de voir comment il va faire pour pouvoir tenir. Al Pacino, pareil, tout le monde le considère comme étant un très mauvais acteur, jusqu'à la fameuse scène du restaurant, de l'assassinat, où là, les producteurs vont comprendre qu'ils ont face à eux quelqu'un qui a un réel talent et des choses à revendre. Mais pour Coppola, c'est une tension constante. Alors, il a quelques avantages qui sont aussi des inconvénients. C'est que la pression monte autour du film. Il y a notamment la Ligue des droits italo-américains qui va rentrer en campagne contre le film en expliquant que ça va dégrader l'image des Italo-Américains, de les associer à la mafia, etc. Ce qui est très drôle, c'est que les pressions vont être assez mafieuses pour justement contrer la production du film. Tout le monde refuse l'accès à l'Italie, ils ont des voitures qui sont abîmées, etc. Et donc, il va y avoir une négociation avec cette ligue et les mots mafia et Cosa Nostra n'apparaîtront absolument jamais dans le film. Et effectivement, on ne les entend pas. Donc, ça, c'est réglé. Mais toute la campagne médiatique fait que finalement, la réputation du film commence à vraiment faire parler d'elle. Et en plus, ça contribue à un succès croissant du livre, qui devient réellement un best-seller. Donc en cours de route, le film devient beaucoup plus important. Et les producteurs se retrouvent dans une situation extrêmement délicate parce qu'ils aimeraient bien finalement peut-être virer Coppola pour avoir quelqu'un qui puisse mieux contrôler, mais en même temps, ils savent qu'ils ne doivent pas prendre de retard parce qu'il faut profiter de cette mode du bouquin que tout le monde a en tête et de cette actualité pour sortir le film assez rapidement et qu'il soit encore dans les esprits. Autre avantage de Coppola, durant le tournage, il obtient un Oscar pour le scénario de Patton qu'il a fait l'année d'avant, et ça lui donne un petit peu de crédit aussi. Donc Coppola jongle entre ses exigences et puis celles de la production. Il sait par exemple, là, il y a une semaine, lorsqu'il tourne la scène où ils sont dans l'Olive Oil Company, le premier refus de Vito Corleone à la proposition de Solozzo, la première version est pas très bonne et Coppola en est conscient et Evans lui dit mais c'est nullissime. Il lui propose de la retourner. Evans lui dit non, c'est pas la peine. Et là Coppola comprend qu'il va se faire virer. Et donc il sait, lui n'a jamais voulu démissionner parce qu'il sait que s'il démissionne il ne sera pas payé. Et il sait aussi qu'à Hollywood on est bien organisé et qu'on vire les gens le vendredi pour qu'il y ait la pause du week-end et que le lundi on reprenne la production sans qu'il y ait eu de rupture. Donc il attend l'avant-dernier jour pour retourner en secret quasiment cette scène sans l'accord des studios et leur proposer quelque chose qui fonctionne quand même. Et il va passer son temps comme ça à essayer clandestinement de tourner certaines séquences. C'est le cas justement de la mort de Vito Corleone. Elle n'est pas prévue initialement dans le script, les studios lui refusent de la tourner en plus, et en marge du tournage du mariage, il fait arriver des plants de tomates, et il improvise quasiment cette séquence, et on le voit, elle est très authentique, elle est beaucoup moins théâtrale que le reste, et il va donner
voilà, libre cours à l'inspiration de Brando, qui joue avec cet enfant, et il la tourne juste avant la pause déjeuner, et lorsqu'un des producteurs se rend compte qu'il est en train de tourner quelque chose qui n'est pas prévu, il hurle pause déjeuner pour l'interrompre vraiment dans le tournage. Et à 10 minutes près, ils ne pouvaient pas intégrer cette séquence, eux estimaient que voilà, voir l'enterrement suffisait, qu'on n'avait pas besoin de cette séquence supplémentaire. Autre élément que doit gérer Coppola, c'est que Brando n'apprend pas son texte. Alors, c'est même pas qu'il s'engage à le faire, c'est qu'en fait, il explique que lui, il apprend plus son texte, même dans son autobiographie. Hein. Il dit que c'est quelque chose qui va à l'encontre de sa conception du personnage, etc. Et donc, ils doivent s'organiser pour que sur tout le plateau, il y ait le texte de Brando écrit partout. Coppola explique. Il y a des photos de tournage qui sont très parlantes où vous voyez un acteur comme Pacino ou James Caan ou Duval avec leur manteau ouvert et sur toute leur chemise, il y a un grand carton avec écrit toutes les répliques de Brando qui les lit quand il leur parle dans les contre-champs. Et Coppola explique qu'à un moment, lors d'un tournage, d'une scène qui a été finalement coupée au montage, il est un peu surpris de la manière dont Brando manipule un melon avant de se rendre compte qu'il a écrit le texte aussi sur le fruit et qu'il ne retrouve pas sa réplique et que ça implique des ajustements. Donc ça aussi, ça fait partie du folklore que doit gérer un petit peu le réalisateur. Il parvient tout de même à achever son tournage. Alors, il y a d'autres questions à régler, celle de la musique. Hein. Il va engager Nino Rota, qui est le célèbre compositeur des films de Fellini, une belle amie italienne. Évidemment, Robert Evans trouve que la musique est nullissime. Et pour réussir à l'imposer, Coppola lui propose que le public tranche lors de projections test. Et donc, le public voit une première version du film et on leur demande ce qu'ils ont pensé de la musique. Et tout le monde dit que la musique est extraordinaire, donc ça permet à Coppola de la garder. Et il y a aussi la fameuse polémique sur la tête de cheval, qui, alors, effectivement, est une réelle tête de cheval. Donc, après la Ligue italo-américaine, il a la Ligue des défenseurs des animaux qui est absolument outrée. Et Coppola s'amuse pas mal durant la promotion du film en expliquant qu'il est étonné de voir qu'on soit plus choqué de la mort d'un cheval que de tous les hommes qui sont tués quand même dans le film, avant d'expliquer avec un sourire un peu malicieux que oui, c'est une réelle tête de cheval, mais en réalité, évidemment, ils n'ont pas fait tuer de cheval pour le film et qu'ils ont récupéré cette tête dans une usine de pâté pour chiens, et que donc les mêmes gens qui défendent voilà, ce cheval sont bien contents que leur petit toutou soit nourri par ce genre d'animaux, et il y en a 200 par jour qui sont exécutés pour leurs chiens. Donc il a sa petite revanche par rapport à cette polémique-là. Dernière phase avant la diffusion du film, ça va être le montage. Le montage, c'est évidemment le problème de Coppola. Il a 90 heures de rush, et il va falloir évidemment réduire. Et on lui a donné un impératif, c'est 2h15, 2h20 maximum, pour plein de raisons. Il ne faut pas que le film soit trop long pour que ça ne décourage pas les spectateurs. Et un autre élément fondamental, il faut évidemment qu'on fasse le maximum de projections dans la journée. Un film de 3 heures, c'est des séances en moins, et donc des bénéfices en moins. Evans dit à Coppola, tu fais le montage qu'on a exigé, 2h20. Si tu fais plus, parce que Coppola est allé à San Francisco dans son fief pour le monter, on reprend tous les négatifs et tous les rushs et on les monte. C'est nous qui les montons à Hollywood, à Los Angeles. Il s'exécute, il lui montre le montage et Evans lui dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Tu me montres une bande-annonce et tous les meilleurs moments ils sont pas là. Il dit bah oui mais en même temps j'ai été obligé de raccourcir. J'ai une version de 3 heures, il lui montre la version de 3 heures, il fait effectivement la version de 3 heures, c'est celle qui vaut le coup. Ensuite on va avoir deux versions de l'histoire, celle que je viens de vous raconter, la version de Coppola, et la version d'Evans, qui explique que Coppola n'avait pas su monter son film, et que c'est lui qui a eu cette idée du montage de 3 heures, et qu'il a sauvé le parrain, et qu'en gros c'est carrément lui le créateur, et c'est ce qui dira beaucoup dans la promotion du film après coup, et qui fâchera évidemment très fort les deux collaborateurs. Toujours est-il qu'on accepte un film de 3 heures, et qu'on accepte, c'est une innovation aussi à l'époque, que le film sorte sans entracte.
hein. Dans les grands films qui durent au-delà de 2h45, vous avez un entracte. Et là, ils sont tous conscients qu'il y a une tension continue qui fonctionne et qu'il n'est pas question de couper le film. Et ça, ce sera aussi une nouveauté. Le film sort donc en 72 avec un peu de retard par rapport à ce qui était prévu. Il sort l'été, il était censé sortir à Noël, raison pour laquelle il y a des séquences qui se passent à Noël pour être raccord avec le public. Et le film est un gigantesque succès. Il y a eu beaucoup de médiatisation du tournage, mais il y a aussi tout un système de production, de distribution très novateur qui est mis en place, puisque cette fois les studios proposent un nouveau système de sortie où le film sort dans toutes les salles en même temps. Alors qu'avant, il y avait une sortie échelonnée, les grandes salles, puis la province, puis encore plus loin. Et donc les films avaient de très longues carrières, mais les studios ne récupéraient les bénéfices qu'après coup. Là, Evans et la Paramount proposent le film à n'importe qui, mais payable d'avance, ce qui fait qu'ils vont avoir un argent qui arrive extrêmement rapidement. Et puis, le film génère, certains exploitants font un moins grand nombre de séances que ce qui serait possible, ce qui va créer en fait une offre raréfiée et exciter la demande. Et il y a des files d'attente absolument partout aux États-Unis pour voir le film. Et donc, il y a forcément, ça engendre encore plus de succès. Tout le monde veut voir le film. Et c'est l'un des premiers films de l'histoire du cinéma à passer la barre des 100 millions de dollars, alors que le film n'en a coûté que 6. Et donc, c'est l'un des films les plus rentables de tous les temps qui va évidemment propulser Coppola dans une nouvelle ère de sa carrière, d'autant que lui a une participation aussi aux bénéfices. Brando, très mal conseillé, avant la sortie du film, a revendu sa participation pour une somme dérisoire de 200 000 dollars, alors qu'il aurait pu en toucher plusieurs millions s'il l'avait gardé. Et donc, il a viré tous ses collaborateurs, suite à tous ses conseillers, avocats, etc., suite à cette déconvenue. Donc, le film est nommé 11 fois aux Oscars. Il en remportera 3. Meilleur film, meilleure adaptation et meilleur acteur pour Marlon Brando, qui, ultime bravade, fera venir refuser son Oscar par une indienne américaine qui va faire un très long discours sur lequel elle expliquera que M. Brando refuse en soutien au traitement fait aux Indiens d'Amérique dans l'industrie hollywoodienne et dans la nation à plus forte raison. Quand, dans la pré-production, Coppola présente le film, il annonce tout de suite que le film, selon lui, n'est pas un film sur le crime organisé, mais une chronique familiale. Donc c'est le premier parti pris et c'est ce qui fait l'originalité. Le film de gangster existe depuis très longtemps dans l'histoire du cinéma américain, mais là, il va vraiment décider d'avoir un axe, de partir de la vie privée plutôt que de celle du crime organisé. Et effectivement, c'est clairement un film sur la famille et sur notamment cette identité italo-américaine. Et c'est quelque chose qui a beaucoup marqué à sa sortie. Toute la communauté italo-américaine s'est vraiment sentie représentée et tous les détails qui irriguent le film, que ce soit ces enfants qui courent, que ce soit ce qu'on évoque, les recettes de cuisine, la musique, les danses, c'est vraiment quelque chose qui compose très clairement l'identité du film. Toute la dimension de ce folklore, elle crée une identité derrière laquelle va se construire les personnages. C'est aussi, en plus, un film qui est fait en famille, puisque Carmine Coppola, le père de Francis Ford, est un compositeur. Il apparaît à certains moments, il a composé certaines des musiques secondaires du film. Il sera associé plus tard à pas mal de musiques des films de son fils. La sœur de Michael est jouée par la sœur de Coppola. Lui était un peu contre, il l'a trouvée trop belle pour être une fille de gangster, mais elle obtient le rôle et le bébé qui est baptisé à la fin, c'est Sofia Coppola, qui est aujourd'hui une réalisatrice et qui naît pendant le tournage, et donc elle fait ses premiers pas vraiment durant cette... marche même pas, mais en tout cas, en tant qu'actrice, elle naît littéralement à l'écran dans ce film. Donc il y a aussi cette ambiance familiale évidemment prééminente. On remarquera d'ailleurs que cette scène qui ouvre le film avec Bonacera qui vient demander une faveur, le moment où il rend la faveur, et il expliquait qu'il n'osait pas parce qu'il avait peur de se compromettre, cette faveur est une faveur justement familiale.
cette très belle scène où il doit justement embellir le corps du fils, c'est vraiment une histoire de famille et non pas une histoire de crime. Et les éléments les plus importants du film sont centrés autour de cette idée-là. Alors esthétiquement, il y a évidemment des partis pris qui sont très forts. Sur ce film, Coppola travaille avec Gordon Willis, qu'il rencontre, qui est donc le chef opérateur, le directeur de la photo, et avec lequel ils vont faire une équipe qui va être aussi prolifique que explosive, parce qu'ils n'ont pas du tout la même façon de fonctionner. Gordon Willis est un puriste, qui veut vraiment que tout soit réglé au préalable et qui évidemment va créer des marquages, va déterminer les déplacements des personnages, et lorsque Coppola propose un autre déplacement, subitement l'acteur se retrouve dans le noir et il exige de Gordon Willis que ce soit éclairé, et l'autre lui explique oui mais là il y a 4 heures de réglage pour que ce soit possible, l'autre pique une crise, il veut que ça se fasse maintenant, etc. Donc ils s'engueulent en permanence, ils se retrouvent très souvent à claquer la porte chacun de leur côté. Un jour d'ailleurs Coppola tape de toutes ses forces dans sa loge contre une cloison, et il l'a fait exploser, et les gens pensaient qu'il s'était suicidé en fait, tellement l'ambiance était explosive sur le plateau. Il n'empêche que Gordon Willis arrive à mettre en place cette lumière extraordinaire, jaune, très sous-exposée, qui va créer toute la patte du film. Il explique qu'il veut une lumière qui soit à la fois mythique et rétrospective. Il y a vraiment cette idée aussi d'un retour en arrière, ça se passe dans les années 40, et qui va donner une patine très singulière au film. Si on regarde, Gordon Willis se fera appeler après ce film le prince des ténèbres, il sous-expose toujours en permanence, ce qui fait que là aussi, Evans ne comprend pas, il dit mais on voit jamais les yeux de Brando, c'est quand même un vrai problème. Et puis son inquiétude aussi à Evans, c'est les drive-in. Parce que dans les drive-in, c'est des projections à l'extérieur. Et il dit, mais ils vont rien voir dans les drive-in, c'est trop sombre. Et eux, ils n'en ont rien à faire des drive-in, d'autant qu'ils sont un peu en perte de vitesse. Mais on voit, voilà, à chaque fois les préoccupations qui n'ont strictement rien à voir. Et il met en place donc un cadre qui est un cadre figé avec des plans qui sont souvent des plans fixes, assez vastes, dans lesquels les comédiens, eux, ont à se déplacer. Et il va y avoir un va-et-vient entre les exigences de narration extrêmement rigoureuses de Gordon Willis et l'improvisation un peu plus dramatique, on va dire, de Coppola. Coppola, de temps en temps, demande des mouvements de caméra, et Gordon Willis rechigne vraiment à les mettre en place. Ce qui fait que quand ils sont là, c'est qu'il se passe réellement quelque chose. Vous savez, ce très beau premier plan, ce plan séquence qui recule du visage de Bonacera, qui réellement naît dans l'obscurité, et qui est l'un des premiers mouvements d'ailleurs de caméra assisté par ordinateur. C'est pas quelqu'un qui tient la caméra, pour qu'on ait cette lenteur extrêmement calculée sans à-coup. Et vous avez aussi la scène par exemple où très clairement Mike devient un membre de la famille lorsqu'il décide que c'est lui qui va aller tuer Solozzo, où là, la caméra approche de lui. Donc on a vraiment un élément dramatique. Quand ça n'est pas statique, c'est qu'il se passe réellement quelque chose. Donc il y a quelque chose qui, au sens propre du terme, un drama, le mouvement, va mettre en valeur des éléments essentiels de l'action. C'est aussi dans cette collaboration que vont se jouer des effets esthétiques. Dans la fameuse scène où Corleone se fait assassiner, vous avez cette image splendide des oranges qui roulent sur le sol. Coppola dit à Gordon Willis, bon là on va faire une plongée. Et Gordon Willis ne comprend pas ce plan. Il se dit, mais quel est le point de vue? Qui est-ce qui regarde ça? Et là Coppola lui dit, mais le point de vue c'est moi, c'est Orson Welles, c'est l'esthète. Et lui veut être du côté de la narration. Ce qui fait que les rares moments où on a ça, ce sont des tableaux qui sont réellement visibles, et l'esthétique prend tout son sens. Ce sera la même chose dans le restaurant quand on voit le carrelage, où là aussi, il y a une dramatisation, et l'esthétisation, elle se fait au profit d'une emphase qui est justement ponctuelle et qui va réellement donner la chair aussi au film. Un autre thème qui est largement exploité au niveau de l'esthétique, c'est l'alternance entre l'intérieur et l'extérieur. Toute la première partie se passe à l'intérieur, et toute la photographie met en valeur cet intérieur. On est dans des intérieurs qui sont cossus, qui sont riches, avec de l'obscurité et l'or aussi, le doré qui est permanent, et qui évidemment nous met dans ces conversations de pouvoir occulte,
et qui clairement nous mettent dans un esprit de fascination par rapport à cette représentation du pouvoir. Et à l'extérieur, vous avez cette fête, la fête de famille, les codes, les rites dans lesquels évidemment s'inscrivent cette famille italienne. Et si vous regardez, dès la première séquence, on joue d'une alternance très violente entre l'obscurité et la lumière, et en même temps, on vous montre ce jeu des regards, où le photographe, on lui casse sa photo, où vous avez son appareil. Vous avez aussi les fédéraux qui sont en train de noter les plaques et qui, eux, regardent justement les rares scènes qui se passent à l'extérieur, parce que c'est les moments où il y a quelque chose qui pourrait éventuellement exploiter. Et on va retrouver ça dans les thématiques qui suivent dans le film. Tout ce qui se passe à l'extérieur sont des scènes de mise en danger. Si vous regardez, à chaque fois qu'on quitte le fief, vous avez évidemment le moment où Carlo se fait tabasser dans la rue, par exemple. Vous avez la scène des oranges, où Don Vito se fait assassiner. Et bien entendu, la scène du péage, qui a été une scène la plus compliquée à tourner de loin, et qui est clairement un hommage de Coppola au final du film d'Arthur Penn, Bonnie and Clyde, où on a ce final où on voit aussi des corps pour la première fois dans l'histoire du cinéma. Là, on est en 67, c'est la fin du code Hays, la censure n'est plus, donc on peut se permettre de nouvelles choses. Et c'est la première fois qu'on voit réellement des impacts de balles sur des corps et du sang. Et Coppola aime cette idée et il a envie de la mettre plus loin. Et le pauvre acteur se retrouve avec des centaines d'impacts prêts à exploser sur lui. Ils ont droit qu'à une seule prise. La prise coûte $100 000 et il faut qu'elle fonctionne parce qu'ils n'ont pas le budget pour la refaire. Et elle fonctionnera donc. Et donc, si on regarde le personnage de Michael, c'est celui qui justement passe par l'extérieur, ce restaurant puis la Sicile, et lorsqu'il revient, il s'enferme complètement et il est dans une forteresse, le mot est prononcé, et c'est celui qui, entouré des siens ou à l'intérieur, va passer son temps à regarder et à savoir qui juger et en réalité qui réellement exécuter. Donc le thème du regard est un thème évidemment central dans le film. Et il y a aussi la manière justement dont on va montrer ce milieu des gangsters. On a clairement des gangsters qui fonctionnent sur le principe de la théâtralité, qui se mettent en scène en permanence. On a les rites qui ponctuent tout le film. Vous avez l'ouverture sur un mariage, puis vous allez avoir un enterrement, puis un baptême, et on se rend compte qu'à chaque fois, durant ces événements-là, se jouent des choses majeures. Dans le premier, on nous expose toutes les arcanes du pouvoir. Durant l'enterrement, on voit comment justement les décisions se prennent et les traîtres sont identifiés. Et évidemment, le baptême, c'est vraiment l'espèce d'apothéose opératique où, en contrepoint de ce baptême, on va voir tous ces assassinats. Donc, ces rites montrent un rapport à la théâtralité qui fait la force du film. Et autant les gangsters jouent un rite, jouent un folklore, autant Coppola, lui, va jouer un autre folklore qui est celui du film de gangster, dans lequel il va y avoir les scènes attendues, sachant que, et ça c'est un point assez intéressant, Coppola était assez réticent à l'idée de montrer la violence. On l'a un petit peu forcé. Il savait, par exemple, la tête du cheval, il n'y tenait pas particulièrement, mais il savait que le public qui avait lu le bouquin voulait absolument cette scène. Un jour, Evans lui dit il n'y a pas assez de violence dans ton film. Donc on va faire venir des réalisateurs de films d'action italiens qui ont ça dans le sang, qui s'y connaissent, et puis ils vont tourner des séquences. Donc quand Coppola pense ça, il est absolument terrorisé, il est hors de question que des gens viennent interférer dans son film. Donc il prend sa sœur et lui dit on va imaginer une scène où tu casses tout. Et alors, pour l'histoire, c'est avec son fils de 9 ans, Gio, qu'elle répète. Donc c'est Gio qui doit taper sa tante pendant qu'elle casse des assiettes, et c'est la séquence que vous voyez, où elle se fait frapper. Et là, clairement, c'est une scène qui a été rajoutée pour satisfaire les besoins de la production, qui voulait des scènes de violence où on casse tout, où il y a de la caméra un peu à l'épaule, etc. Et donc cette violence-là, elle fait partie évidemment de la codification, avec aussi ces petites phrases qui sont devenues extrêmement célèbres. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la manière dont Coppola montre ce milieu va en faire réellement, on va passer de la théâtralité à réellement la mythologie. Et si on regarde ces gangsters, finalement, on ne voit pas beaucoup le mal qu'ils font. Ils font seulement du mal entre eux.
Et c'est assez intéressant. Tous les meurtres, c'est des gangsters qui se règlent leur compte, mais on ne voit pas de victimes civiles. On n'évoque pas les pauvres petits commerçants qui sont rackettés, la prostitution. On parle de loin, justement, de la drogue, mais généralement, c'est pour dire qu'on ne veut pas parce qu'on a quand même une âme, ou alors pas dans les écoles. Donc il y a aussi quelque chose qui permet aussi cette espèce de légende autour de cette mafia qui va devenir presque sympathique d'une certaine façon et qui va conduire effectivement à une codification des phrases qui vont rester dans la culture. Hein. Je lui fais une offre qu'il ne peut pas refuser, qui est répétée régulièrement. Et il y a des études qui ont montré l'impact qu'a eu ce film. Les fédéraux expliquent, hein, dans les années 70, ceux qui font des écoutes sur la pègre, qu'ils entendent réellement des gens parler comme dans le film et qui se créent une identité qui correspondrait au romanesque qu'ils ont vu. C'est tout le thème d'ailleurs de la série des Sopranos, qui joue à fond là-dessus, où on voit justement, hein, des gens de la mafia, un peu de province, et qui veulent imiter leur modèle, où la fiction va donc nourrir ici clairement la réalité. Donc dans cette ambiance, il y a une vraie question évidemment sur la manière dont le personnage de Michael va être mis en valeur ou non. C'est un personnage qui arrive de manière très intéressante dans la mesure où il n'est pas intégré. Dans les premiers plans, il est de dos, hein, il est perdu dans la foule et il est dans une clarté très bien coiffée. On sent à chaque fois qu'il dénote par rapport au reste de la famille. Et tout le film va être un film qui va procéder par étapes d'assimilation pour faire de Michael le nouvel héritier. Il va d'abord y avoir cette initiation à la violence, évidemment, par cette scène de meurtre, et puis cette initiation à la culture, par cette enclave sicilienne, hein, qui va lui permettre de réellement se mettre en rapport avec ce vieux monde qui définit tous les codes de cette mafia. Et à partir de là, il va pouvoir devenir réellement un personnage. Et on voit que la manière dont il met en place son personnage est clairement comme un metteur en scène. La façon dont il travaille cette fameuse scène centrale, hein, du meurtre de Solozzo, c'est celle vraiment d'un acteur qui prépare. Il est briefé, on lui explique ce qu'est l'arme, on lui explique ce qu'il doit faire, lâcher l'arme, etc. Et à ce moment-là, c'est un acteur. Il y a une métaphore qui revient, c'est celle qu'on voit dans le titre, hein, avec ce puppet master, vous savez, les fils qui tiennent le pantin. Et donc, la scène où il tue, c'est la scène où justement il casse les fils dans la mesure où il improvise un petit peu. Il ne respecte pas exactement le rôle qu'on lui a donné. Il va aussi mettre en scène sa place dans la famille, en occupant une place centrale et en prenant la parole et en décidant justement de renverser la dynamique qui était celle jusqu'alors quand lui était clairement de côté, où on lui demandait en gros d'être un standardiste. Et donc c'est celui qui organise l'espace pour devenir un élément central. Et évidemment, le sommet de sa mise en scène, ça va être cette scène du baptême, où là, il arrive, et ce baptême, c'est clairement le sien, hein, c'est son baptême en tant que Don, on le voit très clairement, et en alternance, on va avoir à chaque fois ces meurtres qui fondent son pouvoir, et qui créent, hein, très nettement chez le spectateur une fascination pour son savoir-faire, et une mise en parallèle entre quelqu'un qui réussit parfaitement, et en même temps qui le fait par le meurtre. Et c'est là toute l'ambivalence du message. Parce que lorsque il fait cette déclaration, Coppola, sur la chronique familiale, il ajoute aussi que c'est un film qui est une métaphore du capitalisme en Amérique. Et donc le regard que Coppola veut poser sur la mafia, c'est le regard qu'il veut poser sur la manière dont il considère le capitalisme américain. Et très clairement, hein, il y a un très grand nombre de liens entre le monde réel des affaires. D'ailleurs, Michael dit à Kay que d'ici 5 ans, tout sera légal, hein, ce qui montre que pour lui, c'est exactement la même chose. Et on voit que des sénateurs envoient, hein, des cadeaux, etc., qui sont présents. On voit évidemment un flic corrompu, qui sera le levier de l'ascension du pouvoir de Michael. Et donc, très clairement, des éléments qui montrent comment la mafia est intégrée dans un système, et elle est partout, puisqu'elle est à Las Vegas comme à Los Angeles. C'est assez amusant de voir d'ailleurs, hein, le rôle des producteurs et la manière dont on impose des rôles, sachant ce qui a dû être fait justement pour Pacino et Brando dans ces tractations. Et on arrive à la fin à ce message où
l'ancien monde est en quête d'assimilation. Ils veulent s'intégrer totalement. Et ce que montre clairement Coppola, c'est que c'est faisable, parce que le monde du capitalisme est prêt à toutes les compromissions pour générer du profit. Et la première phrase de Bonacera, hein, I believe in America, est évidemment à double tranchant, parce qu'en fait, il dit qu'il croyait en l'Amérique, mais qu'il n'y croit plus et qu'il est obligé de passer par le crime pour avoir une justice, puisque faire de l'argent en Amérique, c'est possible. En revanche, il reste un métèque, il reste un immigré, et il n'est pas intégré au système. Et donc, la justice, elle viendra d'un autre ordre. Et c'est aussi évidemment Michael qui dit à Kay que c'est elle qui est naïve de penser que les sénateurs ne font pas couler de sang pour asseoir leur pouvoir. Donc on se retrouve face à un message qui est assez ambivalent. La thèse de Coppola, elle est très nette. Michael, c'est quelqu'un qui navigue entre deux eaux, et la superbe scène qui a lieu entre Michael et son père, qui a été une scène rajoutée d'ailleurs, que Coppola n'avait pas eu le temps d'écrire et qu'il s'est rendu compte en cours de tournage qu'elle manquait. Il l'a fait écrire par un autre scénariste qui est devenu un très grand scénariste, et notamment Robert Towne, c'est celui qui a écrit Chinatown par exemple. Cette scène-là, elle montre justement le regret qu'a Vito de ne pas avoir su faire cette intégration totale, et il souhaitait autre chose pour Michael. Et Michael est à la fois celui qui veut s'assimiler et celui qui va être l'héritier, et qui va naviguer comme ça entre deux eaux. Mais clairement, Coppola dit qu'il a vendu son âme. Il ne faut pas oublier ce dernier plan terrible de Kay, la porte qui se referme sur Kay. On a vraiment le regard de celle qui a compris, alors qu'il lui a dit non, et qui le considère comme un monstre. Et paradoxalement, le succès du film repose aussi sur un malentendu. Les gens ont trouvé exceptionnel ce personnage. Il y a même certains cadres exécutifs dans le milieu du cinéma qui adoptaient cette attitude de froideur glaciale, d'insolence comme ça, et qui trouvaient que ce personnage était fantastique. Et on arrivait dans ces années, Nixon, où on avait cet idéal de se dire que finalement, la réussite l'emporte sur le salut, si vous voulez. Et c'est un malentendu qu'on retrouvera 10 ans plus tard avec l'un des autres très grands rôles de Pacino, qui est évidemment le Tony Montana de Scarface, où il a été adulé par une partie du public, sans voir que c'était évidemment un portrait complètement immoral et d'une grande vulgarité aussi. Et donc on se retrouve avec un personnage qui, par bien des points, correspond aussi dans cette façon de naviguer entre plusieurs univers et d'avoir du mal à réussir à trouver, mais de finir sur une éclatante réussite. On peut y voir aussi un autoportrait du cinéaste qui se compromet avec Hollywood pour arriver à faire son art, joue entre le classicisme total de sa mise en scène et la modernité de son approche, entre son audace et son respect de certains codes, de certaines formes. Et effectivement, après ce film, Coppola sera réellement le patron d'Hollywood. Il va avoir devant lui un boulevard, il va pouvoir faire ce qu'il veut, notamment le Parrain 2 avec tous les moyens qu'il désire, et il va y faire une expérience du pouvoir qui va durer une décennie, au terme de laquelle il va un petit peu se brûler les ailes. Je vous rappelle que Coppola est toujours en vie, et que sa carrière est une carrière extrêmement étrange, qui montre clairement quelqu'un qui s'est un peu brûlé au contact d'un pouvoir absolu, et ça c'est vraiment toute l'histoire aussi du nouvel Hollywood.